Bien, bonjour tout le monde. Et voilà, donc je suis accompagné de Florence Danier, qui est la chef du projet que je vais vous présenter, qui concerne la valorisation d'un fleuve côtier qui s'appelle la Tête, qui prend sa naissance à côté de Font-Romeu, dans les Pyrénées, pour se jeter dans la mer Méditerranée à Canet-en-Roussillon, que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent. Finalement, ce que je veux vous raconter, moi, de mon côté, et puis Florence prendra la partie plus technique, c'est plus une histoire d'amour que je vais vous raconter, vous voyez. Une histoire d'amour de ce fleuve tourmenté avec ses habitants, avec à la fois les déchirements et en même temps une affection terrible, profonde. Et cette histoire, elle commence par la mise en place en 2014 dans notre communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole, par donc la mise en place d'un projet de territoire que nous avons appelé Terre Nostra, puisqu'en catalan, nous sommes en Catalogne. Hein, c'est notre terre, donc c'est Terre Nostra. Et donc, nous avons dans ce projet de territoire, bien sûr, qui comprend plusieurs volets. Hein. Ce matin, un a été évoqué, puisque c'est le projet sur le Barcarès, hein, donc c'est la même communauté. Nous avons donc plusieurs volets, et un des volets, c'est une ambition stratégique pour valoriser le fleuve local, dont la Méditerranée, la Tête. Alors, d'abord, on s'est inspiré de voyages. Quand on va dans les villes aujourd'hui, à l'époque, bon, les fleuves ne prêtaient pas d'intérêt. Et au fur et à mesure que l'on va dans les villes, en France, à l'étranger, à Milan, à Liège, à Lérida, à Valencia, avec le Turias, à Lyon, à Paris, bon, on a aménagé ces berges, on a finalement considéré que à la fois la valeur de l'eau, l'élément d'animation que représente l'eau, que représente le fleuve, met en lumière, en tout cas, une ville, voilà, et permet aux citoyens de se l'approprier. Alors, nous sommes une communauté urbaine de 36 communes, et ce projet qui traverse de part en part notre communauté urbaine, qui comprend 36 communes, est donc le projet emblématique. Alors, tout le long de la traversée, c'est 11 communes qui sont touchées très directement par ce fleuve côtier. Et ce fleuve, il irrigue tout notre territoire. Il a ce projet qui a un impact très réel pour l'avenir. C'est un projet identitaire, d'appartenance, de cohésion sociale, de transformation de notre image, de fierté, de valoriser notre terre. Et nous, ce qu'on veut, c'est transmettre aux générations futures ce patrimoine exceptionnel qui relie à la fois les hommes, la vallée, les vallées, par-delà les Pyrénées jusqu'à la mer. Alors, le fleuve La Tête, je vous le disais, prend sa source au Bouillouse, au cœur des Pyrénées, source commune transfrontalière avec le fleuve Sègre, qui est un affluent de l'Èbre. Tous les deux, l'un part du côté de la Catalogne et traverse les Pyrénées d'un côté, l'autre descend les Pyrénées de l'autre côté. Mais les deux prennent leur source dans le même lac de montagne, les Bouillous, à côté de Font-Romeu. Et finalement, le Sègre, qui part de l'autre côté, est un affluent de l'Èbre. Et finalement, c'est une eau qui n'a pas de frontières et qui relie les Catalans du Sud et les Catalans du Nord. Puis, vous savez, et quand je vous disais une histoire d'amour, c'est parce que pendant des décennies, les populations, les institutions, nous avons méprisé ce fleuve. Non pas par déni, mais par la crainte de l'aléa d'inondation. Et l'Aïgat de 1940, qui a été extrêmement meurtrier dans notre vallée et pour notre territoire,
a ravagé des vies et des villages. Et le combat avec le fleuve est alors devenu affectif. Et comme une vengeance non avouée envers un fleuve pourtant nourricier, eh bien nous lui avons tourné le dos, nous les habitants, et ce fleuve est devenu un lieu de décharge sauvage, un lieu de non-droit, un lieu abandonné, rejeté, dénigré. Alors que lui, le fleuve, il n'a jamais cessé de nourrir notre territoire, de l'avaler, de livrer ses richesses. Il est notre patrimoine ressource. Et la Tête est notre ressource en eau potable et irrigation. La Tête est un fleuve nourricier avec le maraîchage qui est bien connu dans les plaines du Roussillon, l'arboriculture, la sylviculture, la pêche. La Tête, c'est aussi une identité, et donc il a continué, lui, à être cette identité, cette mémoire collective où se retrouvent d'ailleurs les constructions, puisque les matériaux se retrouvent dans l'architecture locale. On a extrait des matériaux, on a utilisé ce fleuve pour, avec les galets, les pierres, les cailloux rouges, voilà, et un des site emblématique de cette identité catalane, c'est le castillet de Perpignan. Si vous allez à Perpignan, le castillet est fait avec effectivement les cailloux qui sont des matériaux provenant de la Tête. Et puis, cette Tête, elle est le symbole de la mémoire immatérielle qui relie les hommes à travers les générations, de la montagne, je vous le disais, à la mer. Et ce fleuve a pris, mais aussi beaucoup donné, et il s'agit aujourd'hui de le préserver, de retrouver les gardiens de la mémoire locale pour redonner à la Tête sa valeur. Nous avons réuni des travaux universitaires sur l'architecture, des révélations insolites sur les chercheurs d'or, parce qu'il y a plein d'histoires, de témoignages familiaux, de loisirs. Il y a une histoire vraie de tous ceux qui ont appris à nager, peut-être dans ces eaux parfois un peu tumultueuses. Tous nous révèlent chaque jour un patrimoine caché, insolite ou oublié. Et donc, nous voulons le préserver pour les générations futures. Et c'est cette mémoire immatérielle qui a fédéré sur l'ensemble de la vallée pyrénéenne 100 communes, des élus, finalement, puisque chacun est en train de retrouver une porte ou sa propre fenêtre sur l'eau. Voilà, et Canet-en-Roussillon ouvre sa fenêtre à l'embouchure de la Méditerranée, Pézières-la-Rivière retrouve le chemin de sa Célère, Château-Roussillon domine la vallée du haut de la tour de Ruchino. Bon, voilà. Et autour de ce fleuve, il y a de multiples pépites extraordinaires qui finalement aussi ont été en même temps construites, abandonnées ou qui font partie de ce patrimoine, mais que les Catalans ont oublié, que les gens ont oublié. Voilà. Et donc nous avons pour l'instant, dans ce projet qui est en fait transfrontalier, puisqu'il part de Canet jusqu'à la montagne, et de la montagne de l'autre côté des Pyrénées avec les Ridas et même Gérone, et Florence parlera de ce que nous appelons le programme POCTEFA, ce programme transfrontalier. Nous avons, nous, l'ambition déjà sur notre communauté urbaine, sur 22 kilomètres, de rendre ce fleuve à ses habitants. C'est un projet extrêmement important, qui est un projet avec beaucoup de sentiments, avec beaucoup d'humains, parce que nous devons réparer les erreurs du passé, agir sur la qualité de l'eau et la protection de ce patrimoine, et déjà avec l'ADEME, le syndicat départemental des ordures ménagères, le SIDETOM, l'État et l'ensemble des institutions, nous avons réhabilité les 9 décharges situées en bordure du fleuve. En parallèle, nous avons mené une politique très active de mise aux normes des stations d'épuration. Aujourd'hui, la qualité de l'eau est devenue exceptionnelle. La qualité piscicole est aussi devenue d'excellence, avec des espèces protégées qui retrouvent leur habitat naturel. Et ce qui est très important, c'est la confiance et la force qu'ont voulu mettre l'ensemble des conseillers communautaires et des vice-présidents de notre communauté urbaine,
puisque nous avons dégagé 14 millions d'euros qui ont été votés pour la réalisation de ce projet, pour une voie douce de 22 km jusqu'à la mer, la renaissance de ce fleuve et du fleuve est, je dirais aujourd'hui, c'est une circonstance en marche, hein, et la mise en valeur de ce patrimoine naturel et historique, je pense, permettra à beaucoup de générations futures de voir que nous avons essayé de réparer ces erreurs. Bien sûr, on est conscient que tout ne sera pas facile, qu'un long chemin nous attend, mais il y a une population qui est très attachée. Aujourd'hui, nous faisons des fêtes un peu, on en parlera tout à l'heure, et il y a une véritable adhésion à ce qui constitue un patrimoine extrêmement fort. Parce que parfois, nous avons, dans notre pays en tout cas, oublié ce patrimoine. Je vous disais tout à l'heure, le regarder de travers, je dirais. Aujourd'hui, nous le regardons avec ce qu'il représente, notre fierté et notre avenir. Alors voilà, je vais passer la parole à Florence Danier, qui est chef de notre projet Esthète, puisque nous l'avons appelé comme ça en catalan. Et ça veut dire tout simplement « c'est la tête ». Voilà, merci. Bonjour à tous. Alors voilà, les enjeux de ce projet, c'est la valorisation, on vient de le voir avec toutes ces belles images que vous avez vues de notre patrimoine local, et l'appropriation par les citoyens, qui est l'axe central du projet. Donc pour ça, en effet, le fleuve a été fédérateur par le passé, et aujourd'hui c'est un projet qui se veut d'avenir, qui veut fédérer les habitants autour d'un grand parc urbain. Voilà. Donc on a vu tout à l'heure que la vallée, c'est à peu près 100 communes qui sont traversées, c'est plus de 115 km de fleuves qui parcourent sur le territoire de la métropole. Voilà, on a 11 communes qui sont traversées, il y a à peu près 20 km de fleuves. Donc sur ce fleuve, on a décidé de réaliser une continuité, voie douce, qui doit créer le lien, justement, cette continuité entre toutes les communes du territoire. Et cette continuité, voilà, à travers les communes, elle est la vitrine du projet, de ce grand parc d'agglomération qui va se jeter à la mer. Ces communes, toutes, chacune d'elles, on l'a vu tout à l'heure, ont des pépites, c'est-à-dire des patrimoines bâtis, de l'architecture, parfois du patrimoine écologique, et parfois même très souvent, puisqu'on a plus de 40 faciès de paysages qui sont façonnés par le fleuve. On a des espèces faune, flore extrêmement protégées, au total plus d'une quarantaine. Donc on a aussi quelque part des contraintes pour aménager ce fleuve et le valoriser, mais en fait ce qui fait les contraintes, c'est plutôt de la richesse, puisque ces espèces, cette faune, on va pouvoir la mettre en valeur au travers du projet. Et donc l'axe central, voilà, c'est une continuité écologique qui va nous permettre de faire des boucles aussi avec les villages et de permettre de connecter ces 11 communes. Alors si on rentre un peu plus dans le projet, on a vu tout à l'heure, on a aperçu l'embouchure du fleuve à Canet-en-Roussillon, comme le citait monsieur le sénateur maire. Vous voyez en bas sur la photo Canet-en-Roussillon et son port. Et donc cet axe voie verte va aller se connecter à travers les communes et se jeter à la mer. Et plus au nord, aller connecter un site naturel chez nous extrêmement protégé par le Conservatoire du littoral qui s'appelle le site du Bourdigou. Donc c'est même un axe, voilà, le projet se veut aussi de long terme, puisqu'à terme, on voudra aller connecter cet axe et redescendre par la voie littorale, où on bénéficie aussi d'ailleurs du passage de l'Eurovélo 8. Donc c'est cet axe méditerranéen qui connecte à peu près 700 km pour ceux qui connaissent les axes d'Eurovélo. Nous, c'est la numéro 8 qui est concernée donc par l'arc méditerranéen. Et donc on peut se rendre voilà, de Athènes au bas à Cadix en Espagne. Donc cet axe passe en plus sur notre territoire et il permettra de rejoindre l'arrière-pays, puisqu'à travers notre voie douce, on rejoindra le centre d'agglomération Perpignan. Alors, quelques images avant d'aller au projet, parce que vous l'aurez compris, avant tout, c'est un projet urbain. Les zones de grande qualité écologique, on va passer le diagnostic, mais on aura mis voilà, plus d'1 an à identifier toutes ces espèces, toutes ces zones encore protégées. D'ailleurs, les spécialistes nous ont fait remarquer qu'on avait un site extrêmement riche et que c'était devenu très rare en France. Donc, c'est tout ça tout à l'heure quand je disais que la difficulté ou les contraintes en font une richesse, puisqu'aujourd'hui, ce territoire, il a réussi à rester protégé du fait de la non-appropriation. Et cet itinéraire de découverte, voilà, il va s'appuyer sur les chemins existants. Donc, on est aussi sur un projet
qui se veut structurant, mais qui se veut aussi dans le respect du développement durable, de la qualité des espaces et de leur protection surtout, puisqu'on veut continuer à les préserver, ces espèces. Donc il s'agit d'aller s'appuyer là où des passages ont été créés par l'homme, ou alors tout simplement la végétation nous permet de passer sans endommager les espèces en présence. Alors sur notre faisabilité et la méthode de faire, c'est un gros marché, vous en doutez, parce que pour aménager 20 km avec une partie très urbaine, la vitrine emblématique de Perpignan, au total, il y a une volonté politique forte, on l'a vu tout à l'heure, d'investir 19 millions d'euros à travers ce projet. Donc on a cherché à avoir une maîtrise d'œuvre pour nous accompagner qui présentait toutes les compétences nécessaires et dans la durée du projet, mais en soi une durée assez courte puisqu'on veut la réalisation de ce projet avant la fin du mandat. Donc on s'est donné à peine 4 ans alors qu'on n'avait rien commencé et qu'aucun travaux n'a jamais été réalisé. L'objectif, c'est de réaliser et la continuité voie douce et la mise en valeur des patrimoines des communes. Donc pour ça, on a organisé une tranche ferme qui est vraiment dédiée à la partie diagnostic. Donc on a mis dans cette tranche ferme les travaux de la section urbaine, on les verra ensuite. Des tranches conditionnelles qui vont nous permettre, au fur et à mesure de l'acquisition du foncier, d'aller justement générer la continuité voie douce et de créer les boucles avec les communes, tout en mettant en valeur leur patrimoine. Donc pour avoir de la souplesse et de l'aisance dans la réalisation du projet. Et enfin, on a bien sûr une grosse tranche technique qui est liée aux travaux hydrauliques, puisque pour ça, au regard des contraintes environnementales et hydrauliques, on a monté tout un motel hydraulique pour faire tourner le projet, s'assurer aussi d'avoir toutes les autorisations nécessaires au fur et à mesure du projet. On a évoqué les partenariats tout à l'heure. La ville de Perpignan, la ville-centre est bien sûr partenaire, et puisqu'elle finance une grande partie des travaux de la section urbaine, la région Occitanie soutient le projet. On a les services de l'État. On est rentré dans beaucoup de programmes sur la question de l'innovation, la participation citoyenne. On le verra à la fin de la présentation. Et bien sûr sur la question de la croissance verte et du fonds à la transition énergétique, puisque cet axe, au-delà d'un axe de continuité à travers les communes, il est censé aussi à terme pouvoir permettre aux habitants d'aller travailler à la ville-centre ou dans d'autres communes à travers cet axe finalement qui passe au cœur du territoire et qui est un axe central. Le POCTEFA qu'on a évoqué tout à l'heure, alors nous, dans notre jargon, ça nous est aisé puisqu'on l'utilise tous les jours, mais en fait, c'est le programme transfrontalier France, Andorre, Espagne. Donc, en gros, c'est une déclinaison de l'Interreg et nous, on est concernés par ce programme en particulier. Et donc, l'objectif, c'est de travailler. Aujourd'hui, on est en candidature avec les villes de Gérone et de Lleida pour monter justement cette question du tourisme fluvial qui est assez nouveau dans notre région. Et justement d'inventer au niveau européen un nouveau produit touristique sur la question de la valorisation des fleuves. Parce qu'aujourd'hui, on a d'autres expériences, vous le savez, comme le canal du Midi, où les gens sont très friands de remonter le canal. Et bien demain, on pourra remonter à vélo, d'ailleurs à travers l'Eurovélo 8, une grande partie des Pyrénées. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, cette maîtrise d'œuvre qu'on a organisée à travers un marché négocié en 2015, donc on est aujourd'hui à peu près à 2 ans. L'équipe qui a été sélectionnée, c'est l'agence base paysagiste, donc qui est le mandataire. Donc vous voyez qu'en termes d'organisation de projet, on a souhaité confier ce projet à un paysagiste, une agence de paysage et non pas d'architecte, pour avoir vraiment la question de l'environnement et du paysage au cœur du projet. Et ensuite, on a toutes les fonctions nécessaires, VRD, écologie, environnement. Et l'acte nouveau qui était assez fondateur pour nous, c'est d'associer d'emblée la question de la concertation et de la communication du projet au travers d'une action innovante, où on avait laissé entière liberté dans le cahier des charges en fixant nos objectifs à la manière de répondre à cette appropriation qui nous paraissait au cœur du projet. Donc, dans les objectifs que nous ont proposé cette équipe, c'est bien sûr approfondir la connaissance du site, parce que c'est un site qui finalement est très méconnu de ses habitants, d'identifier ses contraintes et ses limites, et surtout d'apporter une valeur économique au paysage, parce qu'aujourd'hui c'est un paysage qui était abandonné, délaissé. Les images que vous avez vues tout à l'heure sur la vidéo, elles sont assez anciennes. C'était volontaire pour vous montrer aujourd'hui, demain, quel sera l'avenir de ce site. Et donc de préserver cet habitat tout en créant justement un grand parc métropolitain qui se veut une adresse, une nouvelle adresse à Perpignan où il fait bon vivre et où on apprécie être au contact de la nature dans un cadre environnant très agréable où on peut pratiquer des loisirs.
Alors la conduite de projet, elle est classique, c'est-à-dire le pilotage en mode projet. Alors si ça reste classique en termes de projet urbain, au sein de la communauté urbaine, c'était quelque chose de nouveau. De travailler avec une équipe nombreuse, puisque notre équipe, quand elle se déplace au plus grand nombre, voilà, elle peut être à 10 ou 12 personnes. On a une échelle de travail aussi qui est complexe, puisqu'on a 20 km, une section urbaine avec des enjeux. Et donc l'équipe base, d'ailleurs, a répondu avec ces deux agences, l'agence de Lyon qui travaille sur la partie urbaine et l'agence de Bordeaux qui travaille sur la grande échelle. Donc on a une organisation d'équipe avec moi-même, chef de projet, qui organise les relations entre la section urbaine, qui est en co-maîtrise d'ouvrage avec la ville de Perpignan et la communauté urbaine, et la grande échelle que nous portons, nous, au sein de la communauté urbaine. Donc tout ça nécessite un cotec pour pouvoir appuyer les compétences techniques de chacun sur la partie environnementale, la partie voirie, la partie technique, et puis un comité de pilotage politique qui fait qu'on peut aller vite. Parce que comme vous l'avez vu au tout début, notre enjeu, c'est d'avoir un programme qui s'achève à la fin 2020. Et pour ça, ça veut dire que sur un plan ingénierie et technique, il faut avoir un accompagnement de l'équipe et une réactivité des prises de décision très forte. La particularité et la chance à Perpignan, c'est qu'on a souhaité avoir les services de l'État à nos côtés dès l'amont pour pouvoir permettre justement de la réactivité et avoir les autorisations nécessaires, puisque bien sûr on est soumis à la question du dossier loi sur l'eau. Et donc on a un délégué territorial de la DTM qui depuis le début a participé en amont aux phases études, de sélection des équipes et qui aujourd'hui est en fait le contact unique et qui fait le relais au sein des services. Donc voilà pour la méthodologie, ce qui n'empêche que les réunions avec voilà, les partenaires identifiés ou les services nécessaires restent importants. Alors sur la mise en valeur des potentiels touristiques et économiques, la question de révéler des pépites, il y a la mise en synergie aussi des projets communaux. Donc il y a son importance puisque ça fait le relais avec la question de Terra Nostra qu'on évoquait tout à l'heure et le projet de territoire. Donc en parallèle qu'avance le projet, il faut aussi s'organiser avec les communes pour qu'elles anticipent la réalisation de la voie. Aujourd'hui, pour ces élus, c'est un peu immatériel puisque tant que les travaux ne sont pas faits, c'est ce qu'on entendait tout à l'heure dans les diverses présentations, tant qu'on n'a pas le foncier ou tant que les coups de pelle ne sont pas donnés, il est très difficile de se projeter ou d'avancer. Donc on connaît la même situation. Le diagnostic qui a été réalisé pendant 12 mois a permis de révéler toute cette période d'appropriation. Pour autant, aujourd'hui, il y a la question de la phase travaux qui s'annonce, qui va permettre de rendre visible le projet. Et notamment, c'est la question de la vitrine urbaine de la section Perpignan, qui était déjà un peu plus avancée, puisque la ville, vous l'avez vu tout à l'heure sur les images, voulait permettre à la population de descendre dans le fleuve, ce qui est quelque chose d'assez nouveau, puisque au regard de l'aléa inondation méditerranéen, qui est d'ampleur lorsque les eaux montent, le haut de la ville des berges peut être inondé. Donc il n'y avait pas cette habitude de descendre sur le fleuve. Pour autant, depuis avril dernier, comme vous avez vu sur le slide précédent, la population a pris connaissance et s'est approprié le projet de la section urbaine. Donc aujourd'hui, cette vitrine, et là on est vraiment sur la question du projet urbain, d'un projet urbain de paysage en plein centre-ville, qui reprend bien sûr les axes forts du projet de territoire, c'est-à-dire animer le cœur d'agglomération, renforcer la question de la nature en ville et surtout d'affirmer Perpignan comme destination touristique et culturelle. Alors sur le projet, on voit sur la question de la carte la liaison des deux rives, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme dans pas mal de villes, on a une rive, la rive droite, qui est plutôt liée au centre-ville. Alors je vais essayer de vous signaler. Oui, non, je me tourne, pardon. Ça ira mieux. Alors juste, là ici, on a l'entrée de ville principale, le centre-ville qui est ici. Et là, on a un affluent, la Basse, qui est un peu aménagé en centre-ville. Tout à l'heure, vous avez aperçu le Castillet, ce château de briques rouges, on va dire. Et donc là, on a le fleuve qui traverse la ville, qui a créé une séparation, comme dans toutes les villes. Mais pour autant, qui aujourd'hui, avec un quartier en face qui est en restructuration, puisqu'il fait partie du périmètre du NPNRU, donc en plein renouvellement urbain, on a ces espaces qui vivent assez bien, mais qui méritent une grande réappropriation, puisqu'on a beaucoup d'immeubles collectifs. Là, vous voyez ici cette cité.
Et pour autant, tout ce quartier qui est complètement déconnecté du centre-ville. Donc ici, on verra après mieux sur d'autres cartes. Mais voilà, on a deux rives qui se font face et les habitants du centre-ville qui ne traversent pas. Donc il y avait un grand besoin aussi de reconnecter le fleuve à ces deux rives, ce qui est assez classique comme dans pas mal de villes de France aujourd'hui. Alors voilà, pour vous remonter l'image et vous situer, cette question des deux rives et de la vitrine, vous voyez au fond le Canigou, et là vous comprenez qu'en effet la vitrine elle existe déjà. On a un paysage fabuleux, que ce soit au sol ou lorsqu'on lève les yeux, et aujourd'hui ce paysage il n'est même plus vu des habitants, c'est-à-dire qu'on a oublié ce balcon au sud. Et du coup, sur ce projet, on voit les séquences là qui s'affichent. On a vraiment une structuration de l'espace qui est proposée. Ici, on a un pont qui permet de relier la voie SNCF. Là, ici, vous avez le nouveau théâtre. L'image est peut-être pas très nette, mais en tout cas, on voit bien que cet espace, il est complètement inapproprié, inoccupé, et on est en plein cœur de ville. On est au pied du nouveau théâtre, par exemple, donc l'archipel. Donc, pour vous dire que voilà, aujourd'hui, cet espace, il mérite qu'on se l'approprie. La question de cette liaison avec la voie SNCF, c'est de revenir connecter tout cet espace urbain à travers un passage d'acclimatation. On verra pourquoi après. La question d'amener des activités de loisirs et de sport à la population pour vraiment se l'approprier pleinement. Et puis de permettre et d'ouvrir la question de la continuité vers les structures de loisirs comme le parc d'exposition, et surtout de repoursuivre la continuité vers la mer. Facile. Alors voilà, ce passage, l'équipe de paysagistes nous a proposé un passéo, et bien sûr tout de suite nos élus ont dit le passéo c'est pas possible, c'est un passage en catalan. Donc la question du passéo, pourquoi ? Parce que c'est véritablement la question du lieu de promenade qu'on a voulu réintroduire en plein cœur de ville. On s'est aperçu que voilà, on était un balcon pleinement au sud. Aujourd'hui, ces espèces de végétation, elles sont en présence, c'est-à-dire ces palmiers, ces beaux arbres, ces jacarandas, ils existent. Et en fait, ils n'étaient absolument pas vus puisqu'ils sont complètement clôturés, enfermés. On a des aires de stationnement entre ces arbres. On a un jardin exotique de très grande qualité qui est absolument pas connu des habitants et qu'on doit protéger. Donc le parc est fermé tous les soirs à certaines heures fixes et on ne peut plus y accéder. Donc voilà, aujourd'hui, demain, le projet et les travaux qui s'apprêtent à démarrer, c'est de rendre cet espace de promenade face à la ville et de pouvoir se retourner vers la ville et enfin s'approprier le cadre et la vue sur le Canigou. Alors de l'autre côté, là, juste avant, vous aviez la vue vers le fleuve, puisque le but c'est de se retourner vers le fleuve. Mais côté ville, donc sur l'avenue principale qui longe cet axe, c'est bien sûr de retrouver une vie de quartier, de retrouver un apaisement des circulations. Vous voyez que la question du vélo, du piéton, elle est omniprésente. Donc on est dans une ville à une échelle de quartier où on peut se promener et aller faire ses courses, ses achats. C'est aussi la question de réactiver les rez-de-chaussée commerciaux, parce que vous voyez sur l'image qu'on a des bâtis très bas. Finalement, c'est une zone qui est peu dense. On a vraiment une façade qui est propice à s'approprier le quartier dans une dimension humaine. Et puis surtout, cet espace de vie, il est fait pour être en sécurité. On est à un nivellement du sol qui nous permet de passer de la berge, de la façade, en mode piéton, avec une circulation qui est apaisée, alors qu'aujourd'hui, on est avec deux voies, des bus qui franchissent cette voie et qui, avec des passages du coup de véhicules, parfois au-delà des vitesses autorisées à plus de 70 km/h sur cet axe finalement qui est très urbain. Et ce passage-là que vous voyez, c'est une déambulation sur plus de 1,5 km. Tout ça en plein centre-ville. Donc la section qu'on voyait tout à l'heure, ça permet vraiment une promenade de grande échelle. Si on rentre sur les éléments de détail, par exemple, on a un pont. Donc c'est ce pont d'entrée de ville que je vous montrais tout à l'heure qui est en fait vraiment l'axe structurant puisque c'est une 2x2 voies qui rentre en plein cœur de ville. C'est l'ancienne route départementale qui traverse l'agglomération pour rejoindre le sud du territoire. Et là, vous voyez ce pont, ces espaces d'arrière où il est toujours très difficile d'intervenir. On a décidé, par exemple, d'y installer tous les agrès de sport pour en faire finalement une salle de sport d'extérieur.
Donc, et occuper cet espace. Vous voyez là-haut des voitures sous le pont. On avait aussi réfléchi à la question artistique et de faire rentrer finalement un peu peut-être de l'art sous le pont de l'audiovisuel. Et puis finalement, on s'est aperçu que l'appropriation la plus efficace, et parce qu'il y avait une demande, c'était d'avoir des agrès sportifs et puis de pouvoir s'installer à l'abri du vent et faire son activité sportive du jour. La question du loisir et de cette rotule sportive ludique, comme on l'a appelée, il faut aussi qu'elle soit toute génération. Et là, on a décidé d'installer une balançoire. Donc, ça sera la balançoire Esthète, qui est dessinée actuellement spécialement pour nous, puisque ce mobilier n'existait pas. L'équipe s'est inspirée, elle aussi, de ses voyages ou de ses déplacements pour nous proposer les images de référence sont des images au Canada, par exemple, où on voit que au pied d'un centre commercial, que ce soit des seniors, des jeunes, en famille, on s'installe 5 minutes pour avoir un petit moment de plaisir. Et nous, on voulait que ce moment de plaisir, il soit tourné vers la tête et qu'on puisse voir le fleuve. Donc le but de la balançoire, c'est aussi de s'asseoir à plusieurs et de pouvoir voir le fleuve. Donc la nôtre de balançoire, elle fera plus de 12 mètres de long, je crois. Et on pourra s'asseoir en simultané à plus de 30 personnes. Donc ensuite, sur le mobilier, il y a une question évidemment de rendre libre l'appropriation. Donc on est sur un mobilier très apaisé, où on peut venir pique-niquer, où on peut venir s'asseoir sur des transats. Donc c'est la question de l'appropriation telle que sur le littoral, d'un paysage, d'un cadre de vie de nature en pleine ville. Et surtout de pouvoir s'y reposer, puisqu'en fait il fait bon vivre et on est à l'abri des circulations en toute sécurité. Et la question du banc, de la table haute, donc toujours en lien avec notre identité du Sud, où on a envie de s'installer, de manger des tapas et d'être sur des chaises hautes. Donc ça, on le retrouvera sur l'espace, en pleine accessibilité. Et puis avec l'idée aussi de ramener les habitants au plus proche des espèces de végétation, de ces arbres et de cette qualité du paysage qui est au pied et qui n'est pas vu. Donc de venir s'asseoir pleinement à côté des arbres de grande hauteur et puis de profiter de leur ombre au niveau de l'assise. Alors, la maison du projet, tout à l'heure j'ai entendu la maison du projet sur le projet XXL de Marseille. Nous aussi, on a cette volonté de réaliser une maison du projet. En référence, on a mis celle de Lyon, des Berges de Saône, qu'on est allé voir en délégation d'élus. Cette maison, elle nous a plu parce qu'elle est directement connectée au pont, c'est-à-dire que c'est un passage obligé quand on arrive sur la rive de la Saône. Et nous, cette maison, en effet, on veut l'installer à l'entrée du pont Joffre, donc qui est le pont central qui connecte le centre-ville directement à cet espace futur du passage. Et cette maison du projet va nous permettre de montrer surtout toute l'avancée du projet sur les 20 km. Puisque à la fois, il y a ce projet qui se réalise là, qui est en travaux depuis le début d'année sur la section donc Torcatis. Seulement, aujourd'hui, les habitants des 36 autres communes attendent de voir venir ce qui va se passer ailleurs sur les autres communes. Donc, ça va être notre lieu d'exposition et puis notre lieu aussi de concertation où on pourra venir formaliser ses idées. Alors là, c'est le phasage en quelques mots de ces travaux pour vous montrer à quel point on est allé vite, puisqu'on a donné vraiment très peu de temps au diagnostic et les phases études au total auront pris à peu près 1 an, ce qui veut dire qu'en moins de 18 mois, on a été capable de sortir un projet sur plus de 2 km sur la berge haute. Et la partie basse, aujourd'hui, on attend les autorisations environnementales, puisqu'en fait, on doit sortir l'ensemble du projet pour pouvoir justifier qu'à Perpignan, sur la section urbaine, il n'y aura pas d'impact de ce qu'on va proposer ailleurs en amont et en aval. Donc sur la partie des berges basses, ce qui se projette, c'est vraiment un cheminement, un parc nature, donc avec très peu de mobilier, à l'inverse de la berge haute, puisqu'évidemment ce mobilier peut créer des embâcles. Donc on est vraiment sur une appropriation de loisirs, de prairies, de jeux très faciles à enlever en cas d'inondation ou en fin de période estivale, parce qu'on retrouve les jeux de boules, la question du ballon. Et puis surtout de pouvoir passer de la berge haute à la berge basse de manière très aisée. Aujourd'hui, la passerelle que vous voyez, elle existe puisque c'est le premier ouvrage qui a été réalisé
pour connecter le théâtre de l'Archipel il y a 3 ans à cette berge, à la berge Torcatis. Donc on va dire que ça a été la première mise en œuvre du rapprochement de ces deux rives. Et aujourd'hui, c'est cet espace du passage qui va permettre de connecter les deux rives avec des jeux d'enfants, un partage de l'espace public. Et voilà, vous voyez sur les coupes que en fonction du faciès de la berge et ce qu'on peut y trouver en bas, l'appropriation, elle est aussi bien en haut qu'en bas sur les deux berges. Mais surtout, l'appropriation majeure, c'est cette voie douce, cette continuité. Donc, on va être sur un revêtement béton sur la partie section urbaine qui va venir s'accrocher au pied de digue et qui va permettre d'assurer la continuité voie douce de ces 20 km souhaités jusqu'à la mer. Et enfin, pour vous parler de la concertation et de l'animation festive, au-delà de la maison du projet, qui n'était pas encore réalisée puisque les travaux démarrent sur la section urbaine, on a souhaité mettre en place une appropriation sous forme d'événementiel, c'est-à-dire que la population a été invitée à faire la fête sur cet espace de fleuve. On a là aussi une communication qui a été voulue avec « on a marché sur la tête » pour signifier justement, vous aurez compris le sens ironique de « on a marché sur la tête », c'est-à-dire oui, on va emmener les gens en randonnée sur un site qui n'existe pas encore. Et là, l'année dernière, on a emmené près de 250 personnes grâce à Bruit du Frigo, donc qui fait partie de l'équipe co-traitant avec Base, pour emmener ses habitants à parcourir ces 20 km avec un mode bivouac qui s'est situé à Perpignan, sur la ville-centre. Et donc, les randonneurs sont arrivés le dimanche après-midi sur la plage en type aventurier, avec intervention artistique, passage dans les communes, ce qui a permis de faire véritablement connaître le projet. Et bien sûr, du coup, on réitère cette année cette action. Donc là, vous voyez en section urbaine à Perpignan, on a installé des guinguettes éphémères, des animations artistiques au pied de là où aujourd'hui se situent les travaux de la vitrine urbaine. Et sur cette animation, bien sûr, il y avait la question de l'exposition du projet, la première appropriation de ce qu'on allait faire. Donc sur cet espace, les gens ont pu nous livrer leurs commentaires, les enfants nous laissaient des dessins et des remarques sur ce qu'ils attendaient en termes d'animation, en termes d'agrément sportif. Et puis surtout, ça a été un moment de fête et de convivialité qui a permis à tous de redécouvrir que là, en pied de centre-ville, il se passait quelque chose, alors que c'était tout à fait inattendu pour beaucoup qu'on puisse descendre non seulement premièrement sur le fleuve, et puis de deux, qu'on puisse en profiter. Donc voilà, on réitère cette année la question de la fête de la tête avec un casse-tête, puisque cette année, l'installation éphémère, ce sera un grand mobilier type jeu qui est appelé le casse-tête et qui est amené en fait à présenter tous les éléments d'observation, de transat qu'on trouvera à terme le long de la tête. Et à la fin de l'événement, ce casse-tête est désolidarisé et ces éléments vont sur les communes pour permettre de montrer à la population ce qui se passera l'année prochaine sur leur propre commune. Voilà le projet urbain, le projet paysager de valorisation des berges de la Tête de Perpignan Méditerranée Métropole. Voilà. Bonjour. Je me permettais de vous poser la question, au vu des délais très courts annoncés, de la stratégie foncière adoptée pour maîtriser les fonciers sur lesquels vous allez faire les travaux. Alors, nous avons signé une convention avec le PFLR de Montpellier qui va intervenir pour notre compte sur l'ensemble du parcours. Il y a une partie du foncier qui appartient au conseil départemental, donc là on a moins de difficultés. Et ensuite, sur le bord, c'est un foncier qui n'a pas de valeur. Et c'était très, très intéressant aussi la question que vous posez, parce que ça me permet de rebondir, parce que les villes qui avaient abandonné ce fleuve et qui vont se retourner vers ce fleuve, elles vont pouvoir acheter des espaces fonciers importants pour faire des parcs à un coût dérisoire, parce que je crois que c'est 0,60, 0,30
0,30 € le mètre carré, hein, donc voilà, pour vous donner une idée. Voilà. Et donc, ça permet de récupérer pas mal de foncier pour les villes aussi et d'avoir des lieux d'animation autour de l'eau pour les familles, pour avoir des choses simples et même des petits stades, enfin, etc. On peut faire tout un tas de choses. Et alors, au passage qui est choisi par la commune, quand on passe sur la commune, il y a un endroit où on marque ce passage par une signalétique propre sur la voie. Et ça aussi, c'est important. Et il y aura chaque année un événement. La commune pourra faire des événements. On peut faire une pièce de théâtre, on peut avoir quelqu'un qui vient faire un concert. Vous voyez, pour nous, c'est une espèce de révolution. Pour les Catalans, nous, qui sommes un peu... C'est une espèce de révolution. Alors que, bon, voilà, on aurait dû s'en préoccuper avant. Je suis désolé pour les erreurs que nous commettons. Je voudrais rajouter qu'il y a quand même toute une partie hydraulique. Ce fleuve, on a extrait tous les matériaux, comme vous l'avez vu, on vous l'a expliqué, et on les a utilisés pour construire ici et là, et c'est devenu des pépites ou c'est devenu des immeubles, etc. On a le sable, tout le temps. Et il y a un problème, la tête, disons, elle est redescendue de 9 mètres à des endroits. Donc il faut faire de la resédimentation. Il y a tout cet aspect aussi, hein, la répisylve, il y a tout ça, c'est pas une voie uniquement. Nous, on a un travail beaucoup plus important à faire parce qu'on l'a tellement maltraité qu'il n'y avait pas que les décharges, quoi. Il y a tout ça. Et donc, on a tout ce travail qui est fait en même temps avec le syndicat de bassin qui va... Alors après, il y a les passes à poissons. Bon, c'est un peu cher, des fois, on trouve, mais enfin, il faut le faire. Hein, voilà, hein, bon. Quand je dis au président qu'il faut mettre 1 million d'euros pour une passe à poisson, il commence à se trouver mal, mais bon. Mais il faut le faire. Enfin, on reconstitue tout ce qu'on a au fil des générations méprisé, détesté. Et maintenant, on s'aperçoit que c'est un patrimoine formidable, quoi. Voilà. Avec plein d'histoires, avec des histoires vraies. On n'a pas besoin de fabriquer beaucoup. Tout le monde a une histoire à raconter. Dans sa jeunesse, a été là, pêché à la main, bon, on ne le dira pas, mais etc. Enfin bref, il y a plein de petites choses, quoi. Et en même temps, plein de petits monuments, de petits patrimoines, mais de patrimoine assez important aussi, parce que Russino, c'est pas un petit patrimoine. Voilà, donc ça va donner des respirations nouvelles au territoire. Bonjour. Je voulais vous demander simplement, par rapport au fleuve et à l'aspect sécurité du fleuve, par rapport au service de l'État, est-ce qu'il y a eu des difficultés quand on voit, nous, même par rapport à des bassins de rétention qu'on voudrait paysager, utiliser dans d'autres... On a des fois des difficultés avec les services gestionnaires. Et par rapport au fleuve, voilà, la question sur la sécurité. Sur la sécurité, oui, on connaît toutes ces problématiques. C'est pour ça que j'ai spécifié au début qu'on avait essayé d'avoir les services de l'État en concertation en amont préalable. C'était un peu nouveau pour eux, mais ça a été pour nous une manière de leur expliquer et de les rassurer que nos élus étaient bien déterminés à réaliser un projet et voilà, qu'on allait chercher de toute façon à réaliser une appropriation et à descendre dans le fleuve. Donc, ce qui était assez nouveau en effet sur la métropole. On a été soumis, bien sûr, à la question des digues. Donc, il y a une étude de danger sur les digues qui était réalisée au regard des nouvelles compétences. Et donc, on a dû vérifier la stabilité, la consolidation de ces digues en zone urbaine et à proximité. Donc, par chance, ces études nous ont révélé que les digues étaient stables. Donc, ça, c'était déjà là, je vois la photo. Peut-être que je vais essayer de remettre sur le PowerPoint la toute première, si on peut mettre le premier slide du PowerPoint, parce que ça donnera une échelle de la digue. Cette digue en zone urbaine à Perpignan.
Voilà, on a à peu près 8 à 10 mètres en fait, là, la digue que vous voyez. Et quand l'eau monte, ce qui est arrivé encore il y a 5 ans, l'eau est montée jusqu'au-dessus de la rambarde. Donc oui, la zone urbaine, elle peut être inondée très facilement. Et ben, pour autant, voilà, aujourd'hui, on va croiser les doigts puisque notre dossier loi sur l'eau est encore en instruction, mais il doit être rendu pour la fin de l'année. A priori, voilà, ça va être dans les clous. Oui. Oui, alors oui, sur la question de la piste cyclable, bien sûr, c'est vrai que par exemple, j'allais oublier, il a raison, mon vice-président, c'est que cette voie douce, on imaginait qu'en section urbaine à Perpignan, on allait devoir faire du stabilisé pour permettre qu'il n'y ait pas d'embâcle et que ce soit facile de réaliser à nouveau après inondation. Et finalement, contre toute attente, on a l'autorisation et même une demande de réaliser cette voie de manière très très stable, donc avec un béton, etc., en venant à s'accrocher à la digue pour justement figer l'aménagement. Donc nous, ça nous crée un surcoût, mais finalement pour lequel voilà, on est ravis et contents parce que ça va nous permettre de stabiliser, de pérenniser l'aménagement, même en cas de lourde inondation. Donc par contre, après, d'un point de vue voilà, marché public, ça crée des contraintes, etc. Le modèle hydraulique, on a dû aussi prendre beaucoup de temps avec eux de le construire, ce modèle hydraulique. Donc ça aussi, c'est toute la phase de concertation qui nous a permis d'assurer. Parce que dans le cadre de ce modèle hydraulique, on a dû prendre finalement la crue centenale. Donc là aussi, une obligation qui paraît assez difficile pour techniciens lorsqu'on a un projet de cette taille, de cette ampleur. Mais bon, pour autant, en tout cas, la collectivité et nos élus ont aussi conscience qu'en amont, en aval, il y a certains aménagements qui vont être réalisés et qui partiront lors de crues. Voilà, c'est un choix politique aussi de faire. On s'est rendu notamment en effet à Lyon sur la question de la Saône. On a vu que d'autres collectivités avaient fait ce choix, voilà, d'investir et puis de ne pas avoir forcément un investissement de très long terme. Mais pour autant, c'est cette jauge qu'il faut essayer de mesurer entre voilà, la qualité des aménagements, le coût de l'investissement et puis d'avoir les autorisations nécessaires. Par exemple, on s'est interdit d'autres choses en centre-ville à Perpignan. Beaucoup et la population aurait aimé avoir des beaux escaliers pour descendre directement dans le fleuve, c'est-à-dire venir percer cette digue et puis avoir voilà, comme un tapis rouge pour descendre dans le fleuve. Ça, on a abandonné l'idée parce que justement, on n'aurait pas eu, là, en ouvrant la digue, c'était percé et c'était là, mettre à plat le projet et tout oublier. Donc voilà, il y a des choix politiques qui ont dû être faits aussi. Et on est allé sur voilà, des aménagements. Je vois d'ailleurs sur cette image de synthèse, on voit la rambarde, c'est celle qui existe. On aurait aimé en mettre une autre et surtout l'équipe aurait souhaité voir quelque chose de beaucoup plus dessiné qui rentre dans la modernité du projet. On a décidé de laisser en place parce que c'est touché à la structure de la digue. Donc voilà, au cas par cas, en fait, il y a des choses qui ont été touchées, d'autres pas, pour pouvoir justement rester en accord avec ce que pouvait nous permettre le dossier loi sur l'eau. Merci pour votre écoute.